Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur TV Vendée. Il est temps de prendre votre petite dose d'actu quotidienne 100% Vendée. Aujourd'hui c'est jeudi, nous sommes le 6 juillet et nous avons évidemment une petite pensée pour tous les enfants qui entament la toute dernière ligne droite de l'école. Et oui, les grandes vacances, ça commence à partir de demain en fin d'après-midi. Alors courage à vous tous les enfants. D'ici là, nous... on a pas mal de devoirs à voir ensemble. On va garder notre cartable à portée de main et nous allons notamment évoquer notre eau potable. Comment fonctionne le réseau en Vendée? Que se passe-t-il avant que l'eau n'arrive dans notre robinet et ne coule dans notre verre? Eh bien, Colline Davy est allée chercher sur le terrain la réponse et elle va vous la restituer dans quelques minutes. Si vous avez le temps de manger un sandwich entre midi et 2 en semaine, sachez que Montaigu Vendée vous fournit l'accompagnement. Ce sont des visites guidées éclairs de son centre-ville qui sont destinées justement aux actifs et aux habitants. Des pauses sandwich en compagnie d'une guide conférencière qui vous fera voir la ville sous un autre angle. Nous entamons aussi ce matin une rétrospective en 2 épisodes des faits marquants de cette saison sportive vendéenne 2022-2023. Aujourd'hui, les feuilletons au long cours, ces feuilletons qui nous ont fait vibrer pendant plusieurs mois, comme la Golden Globe Race ou encore la Coupe de France. Et puis, dans nos chroniques, eh bien, nous allons retrouver à partir d'aujourd'hui les coulisses des émissions de l'été de TV Vendée avec le premier épisode, c'est avec Marion et Stéphane que nous avons retrouvé en plein tournage de La Petite Vadrouille. Ils nous diront justement comment on s'organise pour trouver les différentes étapes de cette 3e saison. Avant tout cela, la météo. La météo pour commencer, c'est un petit peu mieux au-dessus de nos têtes aujourd'hui. Pas forcément beaucoup plus chaud, mais plus dégagé quand même. Ce matin, nous avons juste eu droit à quelques brumes matinales dans le Marais breton. Ailleurs, un ciel dégagé, peu de vent et on aura donc le détail des températures après le journal, mais on va quand même évoquer ce réveil plutôt vivifiant en Vendée en ce jeudi, entre 7 et 9 degrés par endroit. Ça va monter, vous allez voir, jusqu'à midi, 15 à 16 degrés. Cet après-midi, un beau soleil pour tous en Vendée, un vent d'ouest à nord-ouest modéré si vous êtes en bord de mer, un vent plutôt de sud-est si vous êtes dans les terres et l'été qui se décide enfin à revenir doucement. Les températures grimpent progressivement, 26 au plus chaud, ça ce sera pour Fontenay-le-Comte, 24-25 dans le Bocage, 22 sur le littoral. Et d'ailleurs, donc ces températures vont franchement grimper plutôt demain après-midi. On devrait atteindre les 30 degrés. La contrepartie, c'est de la pluie et des orages qui devraient arriver ce vendredi après-midi et se poursuivre samedi. Pour les marées, eh bien, nous avions une mer qui était à son point le plus haut à 8h moins le quart. Un marnage assez important d'ailleurs avec la marée basse qui, elle, est prévue à 13h40. Le marnage, c'est cette différence entre la marée haute et la marée basse, la distance que vous avez, que vous pouvez même constater à vue d'œil. Nous sommes au plus fort de la quinzaine, niveau coefficient 93-92 pour ce jeudi. Donc, si vous aimez la pêche à pied, c'est le conseil du jour. C'est maintenant qu'il faut y aller parce que c'est là que vous allez avoir le plus de temps devant vous. Une fois que la mer s'est retirée et le temps qu'elle remonte, eh bien, vous allez avoir un estran qui est dégagé assez longtemps. On va retrouver à présent notre carte des marchés du jeudi. Et le jeudi, nous évoquons des rencontres avec nos producteurs locaux du côté des Landes-Génusson, de Saint-Germain-de-Princey, d'Avrier ou encore de Bretignolles-sur-Mer. Souhaitons une bonne fête aux Mariettes, aux Marie-Rose, aux Gilbert ou encore aux Nolwenn. Sachez qu'à la Sainte-Mariette, il ne faut pas se contenter des miettes. C'est le petit conseil dicton du jour. C'est la journée internationale du baiser aussi, une journée qui existe depuis les années 90 pour mettre à l'honneur le bisou avec un petit record du monde. Évidemment, le plus long baiser du monde. Il a duré 31h30. C'était en juillet 2005 et a priori tout le monde en est ressorti indemne. Le lever du soleil, c'était 6h19 en Vendée ce matin et son coucher est prévu à 22h01. On passe au journal. Et nous commençons donc ce journal avec notre eau du robinet. 90% du volume que nous utilisons en Vendée provient des barrages qui maillent le département. Une dizaine d'usines de potabilisation se chargent ensuite de la rendre consommable. Pour garantir la pérennité de cette ressource, le programme expérimental Jourdain, lancé il y a 1 an maintenant, ambitionne donc de transformer les eaux usées en eau potable et ce, pour éviter toute coupure du réseau. Colline Davy. Des gestes simples, répétés au quotidien. Mais avant d'arriver ici, ces gouttes d'eau suivent un long parcours, retour au point de départ.
90% de l'eau vendéenne provient de ces barrages et donc des rivières vendéennes. Le département compte 11 usines de potabilisation. Toutes sont situées à proximité des barrages et fonctionnent en 3 phases, comme celle-ci. Ces usines vont traiter l'ensemble des matières en suspension. Ensuite vont traiter un certain nombre de molécules qui aujourd'hui effectivement sont liées à des activités locales telles que pesticides. Et ensuite on va plutôt essayer de travailler sur un affinage de turbidité, de la couleur de l'eau. Avec ces traitements, l'eau potable doit correspondre aux normes sanitaires françaises contrôlées par l'ARS. Nous avons quelquefois plus de 500 paramètres à analyser dans une goutte d'eau. C'est l'aliment le plus surveillé de France. L'idée, c'est d'analyser ces eaux brutes, d'en faire l'inventaire de l'ensemble des polluants et de nouveaux polluants, notamment les produits médicamenteux, notamment les polluants qui sont issus, ce que j'appelle les lessiviels, les produits de détergence, et puis également les polluants qui sont d'origine agricole, et de faire en sorte que nos usines évoluent avec de nouveaux process pour éliminer ces nouveaux polluants et faire en sorte que la qualité de l'eau soit au rendez-vous derrière. Cette évolution se concrétise actuellement ici, à l'est du département. L'ancienne usine date de 1956 et la population ne cesse de grandir. Ce chantier est donc essentiel. Aujourd'hui, on est sur une ancienne usine qui fonctionne toujours actuellement, mais qui est quasiment à 100 ou 110% de sa capacité. L'idée, ça a été d'abord de faire une demande d'augmentation de prélèvement dans la sève, puisque aujourd'hui, on est à 90 mètres cubes heure. On va passer à 150 mètres cubes heure. Et effectivement, l'idée, c'est aussi d'augmenter sa zone d'influence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'alimente que les personnes de Saint-Laurent-sur-Sèvre. L'idée, c'est d'aller jusqu'à Mortagne-sur-Sèvre. La mise en service est prévue pour octobre. Cette usine sera ensuite reliée comme les autres au réseau Vendée-Eau, un moyen de garantir l'approvisionnement à la fois en qualité et en quantité. Et la suite du feuilleton, ce sera demain matin. Nous verrons justement comment garantir la sécurité de l'approvisionnement de cette eau potable en Vendée. Un petit nouveau au rayon des guides touristiques du département. Joliville sort le guide alternatif de la Vendée. Une brochure qui met en avant les commerçants indépendants, à savoir des boutiques, des cafés, des librairies ou encore des restaurants qui ne sont pas forcément très connus, qui ont tous pour point commun une certaine éco-responsabilité. L'initiative d'une native de Saint-Philbert-de-Bouenne, à savoir Chloé Guibert, 2 ans après son premier tome consacré à Nantes. Il n'y a pas de guide qui met en avant les commerces indépendants de Vendée, sous forme un peu plus culturelle et artistique. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir proposer un guide qui se déplie sous forme de carte à l'ancienne et qui se transforme en affiche, pour mettre aussi en avant un illustrateur vendéen, et du coup d'avoir un guide qui est à la fois illustré et qui met en avant des commerces indépendants pour découvrir la Vendée autrement et sortir des sentiers battus. Et puis au verso, on retrouve le listing de toutes les adresses avec un petit texte descriptif rédigé par mes soins et qui met en avant et qui présente l'adresse à découvrir. Et c'est un guide que vous allez notamment pouvoir retrouver sur le site internet de sa créatrice, à savoir joliville.com. Et si le guide papier n'est pas forcément ce que vous préférez pour faire du tourisme, il y a aussi les guides conférenciers, une profession très réglementée, composée principalement d'indépendants auxquels les communes font appel pour faire découvrir aux plus curieux leur patrimoine. Cette année, Montaigu-Vendée a décidé de ne pas penser uniquement aux touristes de passage, mais aussi aux actifs et aux locaux. Dans cette idée, la ville propose des circuits courts entre midi et 2, des visites que l'on peut suivre sandwich en main pour lier l'utile à l'agréable. Diane Delangle. Tradition, on plantait des palmiers quand on franchissait le Cap Horn. Et juste derrière moi, vous remarquerez qu'il y a aussi des palmiers devant une maison avec là aussi un très très beau patrimoine. 1000 ans d'histoire, des Vikings à la fin du 19e siècle en 45 minutes chrono, casse-croûte à la main. C'est un des formats de visite proposés à Montaigu-Vendée pour la première fois par la commission Culture et Tourisme de la communauté d'agglomération. L'occasion de découvrir enfin la fameuse digue. Tout le monde la connaît, tout le monde connaît Montaigu pour la chanson. Et je crois qu'une grande partie des personnes ne savent pas qu'elle existe, qu'elle est conservée et ne savent pas où elle est non plus et à quoi elle servait.
Donc c'est aussi l'occasion de faire un clin d'œil à ce qu'on a tous entendu quand on était enfant et essayer de donner un peu plus de contenu à cela. Alors on voit une grande partie de la digue qui est conservée, quasiment 80 mètres de longueur, une sorte de barrage qui permettait de maintenir l'eau au pied du château. Cette digue aujourd'hui elle est bréchée, donc c'est comme ça que l'on dit, c'est-à-dire qu'elle a été coupée en deux pour permettre d'évacuer l'eau en fait. Une visite sandwich express à l'heure du déjeuner, pensée pour attirer les actifs. Alors, je travaille pas mal avec le territoire de Montaigu, donc ça m'intéressait de connaître un peu l'histoire locale. C'est pas mal parce que du coup c'est très rapide, on mange pendant qu'on se balade, donc voilà, ça prend pas sur mon temps de travail, donc ça se calait parfaitement au milieu de la journée de travail, c'est très bien. Outre des visites plus classiques de Montaigu en journée ou en soirée, il sera possible de découvrir le vieux bourg de Roche-Servière au flambeau ou de faire une mini-randonnée au sein du patrimoine industriel de Cugan. Une année test pour des visites non plus uniquement à destination des touristes, mais de plus en plus vers les actifs, locaux et notamment les nouveaux arrivants. Il y a tout un réseau RH qui s'est mis en place sur une autre commission avec toutes les entreprises locales pour les aider à travailler au recrutement. Et très souvent, au-delà de séduire de par le poste de travail, il faut aussi séduire de venir s'installer sur le territoire, qui peut être aussi un des critères pour quelqu'un qui arrive de l'autre bout de la France, s'installer en Vendée par exemple. Programme et réservation de ces visites animés par Pauline Retailleau sur le site internet de l'Office de tourisme Terre de Montaigu. Quelques images également ce matin des différentes finales nationales des échecs. C'était le week-end dernier à La Roche-sur-Yon. 4 coupes en jeu. Des joueurs qui saluent aujourd'hui la qualité de l'accueil lyonnais, mais également la qualité des conditions de jeu. Ce n'était que la deuxième fois d'ailleurs après 2019 que les 4 compétitions se terminaient ensemble, à savoir 2 compétitions amateurs et 2 compétitions pour les pros. Un privilège pour le public qui était venu nombreux pour les rencontrer. On rêve tous de jouer contre Rafael Nadal si on est tennisman, ou de jouer au golf avec Tiger Woods si on est golfeur, ou au football avec Mbappé. Alors aux échecs c'est possible, c'est-à-dire qu'on peut même débutant jouer contre le champion du monde, il y a des formules de show mais là surtout, même si on ne joue pas contre ces adversaires-là, on est au même endroit, au même moment. Voilà, nous on le voit bien, les joueurs là jouent, puis ils vont aller jeter un œil, reviennent, regardent. Et se dire, tiens, t'as fait quoi ce week-end ? J'étais avec une numéro 1 mondiale, j'étais avec un triple champion de France. Voilà, je pense que quand on aime ce sport-là, et quel que soit le sport, si on a l'occasion d'avoir des stars, parce qu'on peut les appeler un peu comme ça fait plaisir. Alors pas de Vendéens sur les podiums, ce sont plutôt des joueurs d'Asnières-sur-Seine, de Vendôme, de Monaco et de Chartres qui se sont distingués lors des différentes finales nationales. Du sport toujours, avec un coup d'œil dans le rétro à présent. La plupart des saisons sportives sont terminées, les montées, les descentes sont actées dans la quasi-totalité des disciplines. 2023-2024 s'annonce riche en événements, avec notamment les Jeux Olympiques. En attendant, premier épisode à présent de notre rétrospective consacrée au temps fort vendéen des 10 derniers mois. C'est avec Alexandre Lenaour. Avant d'entamer une saison 2023-2024 comme prélude du 10e Vendée Globe, la course au large a déjà marqué de son empreinte cette saison de sport. 16 skippers à l'assaut de l'une des épreuves en solitaire les plus exigeantes autour du monde. Sans escale, sans équipement électronique, les participants de la Golden Globe Race auront offert une course riche en rebondissements. Des multiples abandons au sauvetage miraculeux de Tapio Lehtinen ou Jan Herbert Jones. La GGR a aussi révélé un nom, celui de Kirsten Neuschaeffer. Le 27 avril, la Sud-Africaine écrit sa plus belle page en carrière et marque pour toujours l'histoire de la voile. À 40 ans, elle devient la première femme à remporter un tour du monde en solitaire sans escale à la suite d'un finish d'anthologie. 48 heures plus tôt, un peu plus loin sur le parquet angevin, elles aussi ont livré un final exaltant après une saison régulière, des plus irrégulières. Il aura fallu attendre la prolongation d'un 22e et dernier match de championnat. La Roche-Vendée Basket arrache un succès 109 à 107, aussi beau qu'inespéré. Un ticket pour le dernier wagon des playoffs. Les Tigresses s'offriront une victoire de prestige en quart de finale aller face à des Montpelliéraines qui dompteront les Vendéennes au retour. Clap de fin pour le RVBC qui sera européen en septembre pour tenter de faire mieux que 2 victoires en 6 rencontres sur la scène continentale.
Côté ballon rond, la Coupe de France de football a aussi procuré au fil de cette saison des émotions comme elle seule a le secret. L'épopée la plus remarquable est signée la Châtaigneraie. Modeste pensionnaire de Régional 1, les hommes de Charles Devineau atteignent pour la première fois les 32e de finale. Réception en grande pompe d'un FC Lorient alors en pleine bourre au stade des Granges. Les Merlus s'imposent, 6-1. Les Vendéens quittent la coupe la tête haute. Eux se sont rappelés au bon souvenir d'une coupe qui leur a tant souri. Les Herbiers, hôtes d'un 16e de finale face au Stade de Reims à Massabielle. Tombeur de l'en avant de Guingamp au tour précédent, les Herbretais s'inclinent 3-0. Moment marquant d'une saison où le VHF a longtemps joué les premiers rôles en championnat. Passé tout près d'une montée en nationale, les Herbiers terminent 2e et radent le coche. Partie remise peut-être dès la saison prochaine. Et nous allons terminer ce journal avec un nouvel épisode de nos conseils pratiques pour un été serein en Vendée. Comme hier, nous allons parler de la plage, mais plus question de piqûres de midus, plutôt de nos enfants. Comment faire pour réussir la virée en bord de mer en famille? Élément de réponse avec Quentin Durand-Adeline, chef de poste SNSM au Veillon. Il n'y a pas de dispositif particulier mis en place. Ce qu'il faut surtout dire, c'est que les parents doivent être responsables et surveiller les enfants pendant leur baignade, puisque effectivement on est là, mais on ne peut pas avoir un œil sur chacun des enfants. Les moyens de signalisation que nous on a, en tout cas pour nous aider à repérer les parents ou les retrouver, c'est que la SNSM met à disposition des bracelets qui sont gratuits. Vous pouvez venir les chercher au poste de secours, sur lequel on inscrit le nom, prénom et le numéro de téléphone des parents. Donc dès qu'un enfant se perd et qu'il est ramené au poste de secours, on peut appeler les parents avec ce dispositif-là. La meilleure des solutions, c'est d'être responsable et de rester auprès de ses enfants. On sait que ça se déplace vite à cet âge-là, que ça peut vite partir en courant, donc que ça fasse un château de sable ou que ça aille se baigner, il faut vraiment rester prudent. Et voilà pour l'actualité de ce jeudi matin. Un mot des températures également. Une matinée toujours fraîche, fraîche mais pas froide. Ça va grimper en plus demain. En attendant, vous le voyez, jusqu'à 16 degrés, voire 17 du côté de Fontenay-le-Comte, de la Tranche-sur-Mer ou encore de l'Île-Dieu, entre 15 et 16 donc sur cette matinée, sur le reste du territoire. Le programme du prochain quart d'heure à présent. Un retour sur le rassemblement des maires qui a été organisé le 3 juillet dernier. Les coulisses de TV Vendée également pour les programmes de l'été. Et puis un nouvel indice dans le jeu. Quelle piste pour l'après-émeute? C'était un petit peu l'objet de la rencontre hier entre Emmanuel Macron et 220 maires de France. Rencontre à l'Élysée après les heures du début de semaine faisant suite à la mort du jeune Naël. Lundi, l'association des maires de France avait justement appelé au rassemblement devant les mairies pour montrer la mobilisation des citoyens. Diane Delangle en a profité pour tendre le micro aux participants du rassemblement à La Roche-sur-Yon. J'ai tenu à être ici par solidarité à minima à l'endroit des maires de France. Ils sont environ 35 000. Et compte tenu de l'attitude non seulement anti-républicaine, ce serait un euphémisme, mais parfaitement scandaleuse d'une partie de la population dite des quartiers défavorisés, j'exprime ma solidarité par ma présence, comme je l'ai exprimé par un certain nombre de tweets et de posts sur Facebook. Ça va évidemment se calmer, comme tous ces types d'émeutes se sont calmés. Je crois qu'après, on va renouer le dialogue, on va redonner des milliards d'euros, forcément, on va redonner des milliards d'euros, mais que si en amont, c'est-à-dire la base, il n'y a pas un meilleur contrôle de l'immigration, ça sera bis repetita. Nous sommes des défenseurs de la République, de la République. Alors évidemment qu'on voudrait encore la changer, parce que nous on appelle à une 6e République, mais là elle est là, on fait avec. On veut que la République soit la même pour tous et on n'est pas d'accord avec la violence envers les services publics, envers de casser. Pas du tout, on n'est pas du tout d'accord avec ça. Mais en revanche, il faut que l'on fasse quelque chose par rapport aux jeunes, par rapport à toutes les jeunesses qui peuvent exister dans notre pays, dans nos quartiers, et qui sans doute ne voient pas d'avenir. Donc notre travail, il est là de travailler sur des projets avec eux pour qu'ils voient l'avenir différemment. Où on a abandonné beaucoup de choses par rapport à l'éducation,
par rapport à la présence dans les quartiers en grande difficulté. Bon, ici, c'est le cas de la Garenne. C'est pas normal que l'on arrive là. Moi, j'ai habité à la Garenne il y a 30 ans, ou même plus, et c'était bien. Et aujourd'hui, on voit bien ce qui s'est passé. Donc là, il y a quand même un souci. C'est pas que du matériel, c'est la présence locale, c'est la présence éducative. Autrefois, oui, il y avait des policiers qui faisaient l'éducation des jeunes. Bon, on a dit qu'il fallait pas, c'était pas leur boulot de jouer au foot avec des jeunes. Sauf qu'en jouant au foot avec des jeunes, on peut aussi les amener à autre chose et à réfléchir à autre chose. Et c'est un plus info que vous allez pouvoir retrouver sur tvvendée.fr. On va maintenant passer aux coulisses des émissions de l'été sur TV Vendée. Et oui, puisqu'à la place de notre chronique presse hivernale habituelle, nous allons partir cet été tous les jeudis matins dans les coulisses des 2 émissions tournées spécialement pour vous cet été sur TV Vendée. La première d'entre elles, c'est la 3e saison de La Petite Vadrouille. Nous partons directement à la rencontre de ces 2 protagonistes, à savoir Marion et Stéphane, pour voir comment s'annoncent ces nouveaux épisodes. Là, on est au niveau du parc du château de la Garnache. Tout ce site a été repris, si mes souvenirs sont bons, c'est à la fin du 19e siècle, pour aménager un château neuf à l'arrière et un parc à l'anglaise. Donc, on voit l'église en arrière-plan, le château 19e juste devant et au premier plan, donc on a les 2 tours de l'ancien château de la Garnache. On utilise toujours un prétexte, une excuse pour aller voir les gens. Donc ça va être une activité, ça peut être une passion, ça peut être un site ou autre. Mais nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la personne. Puis après, on ne prend jamais les mêmes chemins. La Vendée est vaste. Puis après, nous, comme on fait tout à pied, finalement, on va faire que des petits tronçons, en fait. Là, cette année, on a choisi de nouveaux chemins. Donc à chaque fois, forcément, les destinations sont différentes. Pour la première fois cette année, j'ai pu avoir la réaction que j'attendais que vous m'appeliez, ou j'attendais que vous veniez me voir. Et c'est génial, ça. Je l'ai eu 2 fois cette année. Et ça, c'est vraiment top. Moi, je suis davantage vue que Stéphane, qui est toujours derrière la caméra. Mais pendant l'année, quand les gens me parlent de La Petite Vadrouille, ils me demandent toujours des nouvelles de Stéphane. Comment va Stéphane? Et ça, c'est top. Ça fait plaisir, on sait pourquoi on bosse et puis ça fait du bien. Parce qu'en fait, quand la caméra est coupée, je partage aussi un moment avec les personnes qu'on rencontre. Il n'y a plus que Marion, on est tous les 2 en fait. Complètement. Donc il y a beaucoup de moments off. La caméra elle est éteinte, elle est posée et puis on discute, on partage et puis du coup ça fait Alors, je ne vais pas dire qu'on se fait que des amis, mais ouais, si, c'est un peu ça. C'est un peu le début d'une amitié à chaque fois, en fait, même si ça reste éphémère. Chaque rencontre, c'est un petit début d'amitié. Ouais. Hier soir, pour la première fois, on a sorti le Polaroid pour faire la traditionnelle photo de La Petite Vadrouille. Et les gens ont demandé si c'était possible d'en faire une 2e avec Stéphane. Et ça commence quand alors, La Petite Vadrouille? Eh bien, ça commence la semaine prochaine. Vous allez pouvoir découvrir à partir de lundi donc cette 3e saison de Petite Vadrouille avec un passage sur l'île Dieu, m'a-t-on dit. Quant à Tango Basket, qui est notre 2e programme de l'été, eh bien, on vous emmènera justement dans les coulisses avec Fanny, avec Arnaud. Ce sera jeudi matin, donc de la semaine prochaine, dans la matinale. D'ici là, quelques images aussi du programme du jour. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir découvrir aujourd'hui sur TV Vendée, sans attendre donc lundi prochain? Eh bien, c'est Préface à notre émission littéraire, donc qui continue pour encore quelques temps. Préface qui joue donc les prolongations sur TV Vendée. Cette semaine, on va retrouver le scénariste, réalisateur et romancier Nico Taquian pour son dernier roman qui est sorti chez Calmin Lévy, à savoir La Lisière. C'est donc tout au long de la journée sur TV Vendée ou alors à la demande, comme d'habitude, vous le savez, sur notre chaîne YouTube ainsi que sur notre site internet. On passe au jeu.
Le temps de vous rappeler que cette semaine, nous nous intéressons au Tour de France, au 110e Tour de France, avec aujourd'hui l'épreuve du Tourmalet notamment. Donc les coureurs sont dans les Alpes, les cyclistes sont dans les Alpes. Et parmi ces cyclistes, dites-moi, quel est le coureur vendéen qui fait partie du Team Total Energy ? C'est la question de cette semaine. Quel est le nom du coureur vendéen du Team Total Energy de ce 110e Tour de France ? Indice du jeudi, son meilleur classement au Tour, c'était 68e et c'était l'an dernier. Voilà, donc ça c'est l'indice du jour. Il en reste un pour essayer de vous mettre encore plus sur la voie. On vous parlera de son année de naissance. D'ici là, vous aurez noté que notre partenaire cette semaine, c'est le Petit Futé. 2 d'entre vous seraient tirés au sort parmi les bonnes réponses, évidemment. Demain après-midi, via tvvendée.fr, vous repartirez nos 2 gagnants avec l'édition 2023 du Petit Futé. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été encore une fois au rendez-vous. On se retrouve donc, je viens de le dire, demain à partir de 7h en direct sur TV Vendée pour une nouvelle belle tranche d'actu 100% Vendée. Et d'ici là, très bon jeudi à vous tous et à demain.